Bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous pour cette table ronde sur les scènes de théâtre francophones. Donc pour un petit rappel que la langue française est la 5e langue la plus parlée au monde, après donc le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, mais c'est la seule qui est présente sur les 5 continents avec l'anglais. En 1970 a été créée l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe aujourd'hui 88 pays. Alors, on dit qu'il y a 300 millions de francophones dans le monde, mais avec ces 88 pays qui participent à cette organisation un peu vaste, on compte en gros 1 milliard d'habitants touchés. Comment définir la francophonie ? Je vais reprendre la définition qu'en donne l'organisme lui-même, qui est une communauté de destin consciente des liens et du potentiel qui procède du partage d'une langue, le français, et des valeurs universelles. Alors une communauté de destin peut-être, en tout cas dans une diversité de scènes, de réalités, et c'est ces différentes réalités qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui à travers nos 5 intervenants. L'enjeu, en fait, parmi nos intervenants, il y a 2 mouvements, on pourrait dire. Il y a le mouvement de ceux qui accueillent les festivals francophones étrangers à la France, à Avignon, donc ce mouvement qui vient vers nous, et puis il y a aussi ceux qui amènent le théâtre dans le théâtre français et francophone dans d'autres pays. Alors, nos intervenants, je vais faire dans l'ordre, Alain Coffino-Gomez qui dirige le Théâtre des Dons. Le Théâtre des Dons, c'est un théâtre à Avignon, un théâtre permanent, qui accueille à l'année donc des spectacles originaires de la Belgique. C'est un théâtre financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mathilde Mottier, qui est cofondatrice du Festival de théâtre français à Barcelone, alias le Festival Oui, comme... Ah non, t'as pas mis le t-shirt cette fois-ci. Festival Oui, donc là, c'est un festival qui a 3 ans. On a fait la 3e édition cette année en février, et qui présente... il y avait 8 ou 9 spectacles, c'est ça, à Barcelone en février, de différents auteurs français, donc très centrés sur la création contemporaine. Ensuite, nous avons Bruno Paterno de la Maison des Littératures à Nîmes. Alors là, on est dans un autre registre. C'est une maison qui accueille des écrivains de tous les pays et notamment des auteurs francophones de tous les pays dans leur maison. Donc il nous en parlera parce que c'est une spécificité parmi nos intervenants. Nous avons ensuite Laurence Pérez qui est responsable de la sélection suisse à Avignon, mais qui a aussi d'autres activités en Suisse dont elle nous parlera, mais voilà, qui amène des spectacles suisses à Avignon. Donc un peu le même principe que Alain Coffino-Gomez pour la Belgique. Et enfin, pour donner de la hauteur à tout cela, Gaël Massicobiti, qui est responsable du pôle spectacle vivant et des musiques de l'Institut français. Donc, qui a une vision beaucoup plus large. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on parle Suisse, on parle Barcelone, on parle Belgique, on parle Nîmes. On est très centré sur l'Europe quand même. Donc, peut-être avoir un éclairage qui nous amène dans d'autres continents. J'avais invité... J'espère qu'il va venir un jeune chercheur qui vient de finir sa thèse sur les dramaturgies contemporaines françaises et francophones sur l'imaginaire africain, qui est béninois. Et donc j'espère qu'il pourra venir dans l'Assemblée pour peut-être nous apporter un éclairage différent aussi. Donc la table ronde se déroulera en 3 parties, parce que comme il y a beaucoup d'intervenants, donc c'est des interventions courtes, il faut cadrer un peu cela. La première, ça va être un partage d'expérience. En 3 minutes, raconter ce que vous faites, dans vos activités, comment vous accueillez, enfin, quel est votre rapport à la francophonie. La deuxième partie sera peut-être, on va dire, un peu plus théorique. C'est un état des lieux des scènes francophones dans vos pays et ou le monde pour Gaël. Et la troisième partie sera en pratique les outils et les endroits de la francophonie aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les projets concrètement que vous mettez en place et peut-être les moyens que vous mettez quand vous avez un projet en place. Donc peut-être faire un petit premier tour de table pour que vous décriviez votre structure, votre projet, votre vision, là vraiment dans l'ordre que vous voulez. Bon, alors l'ordre sera sans doute dans ce sens-là. Le Théâtre des Dons, il est là à Avignon depuis presque 20 ans bientôt, pour au départ cette raison que la langue française, on la partage avec évidemment la France, que c'est une évidence, le Festival d'Avignon, et que la pratique belge, et là je dis vraiment c'est toute la Belgique, les Flamands aussi, quand on va quelque part, on fait avec, donc on s'installe et on vit comme un vrai théâtre à l'année. Donc depuis le début, il y a une saison
Il y a évidemment le festival, il y a une saison en 2 temps où on reçoit des artistes belges en résidence et en sortie de résidence, et où aussi, en partenariat avec d'autres lieux sur Avignon, que ce soit le CDCN, les Hivernales, que ce soit la JMI, voilà, et plein d'autres partenaires, on fait des choses ensemble. Et depuis 4 ans, depuis que je suis à la direction du Théâtre des Dons, j'avais envie de développer un moment autour de la francophonie. Et donc, il y a un petit festival qui a duré une semaine, qui se déroule normalement en mars, mais là, on l'a mis en fin d'année pour des raisons particulières dont je vous dirai 2 mots. Ce festival, il ouvre la porte à des moments autour de la francophonie du monde entier. Donc, ça permet au théâtre aussi de s'ouvrir et d'aller à l'international. Pour nous, Belges, la langue française, la francophonie, c'est fondamental, c'est important. La Belgique francophone est le 3e investisseur en apport financier sur la question de la francophonie, tout protocole confondu. Oui, pour nous, c'est essentiel. Et je me rends compte que ça n'est pas nécessairement complètement en France. Quand on parle de francophonie en Belgique, ça a quelque chose de magique, de généreux, de pouvoir aller dans d'autres pays où on partage la même langue. Donc ce petit festival, on le fait avec des partenaires. Cette année, c'est en fin d'année, parce que on termine un partenariat avec la Guinée-Conakry et plus précisément avec le festival Univers des mots, qui est dirigé par Akimba, où le Théâtre des Dons va aller là-bas et l'Univers des mots va venir en fin d'année à Avignon. Bonjour, alors le festival de théâtre en français, je dis bien en français, voilà, pour ne pas représenter que la France mais la francophonie à Barcelone, le festival Oui, c'est la presse en fait qui l'a baptisé comme ça suite à notre affiche, puisque notre graphiste catalan, parce qu'on mélange les nationalités, on lui avait demandé quelque chose d'ouvert, et comme il ne parle pas le français, il avait mis un gros oui sur une affiche, donc c'est devenu le festival Oui. Donc ce festival, on vient d'achever la 3e édition en février dernier, on prépare la 4e. On a choisi de le baser à Barcelone, qui est une ville d'Europe très très francophone et francophile. Et on a basé le festival sur plusieurs types de salles, de manière à mélanger les publics. C'est-à-dire qu'on a comme partenaires principaux l'Institut français de Barcelone, bien évidemment, qui a un lieu de spectacle, l'Institut du théâtre, qui a 2 salles qui nous met à disposition, qui est géré par les députations de Barcelone, qui est le département de Barcelone, et puis d'autres salles privées dans différents quartiers, ce qui nous permet de vraiment mélanger les publics. Voilà. Et ce festival est basé sur des écritures contemporaines. On invite les auteurs, des jeunes compagnies, donc principalement pour les 2 premières éditions, des jeunes compagnies qui viennent de France, mais on a accueilli des textes et des auteurs québécois, pas encore suisses, pas encore belges, parce que les emplois du temps ne le permettaient pas, mais on y compte bien. Et voilà, quoi dire de plus, je ne sais pas, voilà la présentation faite. Bonjour. La Maison des littératures de Nîmes est un lieu qui existe depuis fin 2016 et qui travaille sur la lecture publique. Donc on a 3 axes de travail. Un premier qui est de la rencontre avec des auteurs et des autrices, à la fois sur Nîmes et on est en itinérance dans le Gard. Un gros travail de lecture publique, c'est-à-dire qu'on amène la littérature a priori là où elle n'est pas, dans les prisons, dans les centres sociaux, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la rue, chez les gens. Et puis un petit endroit de résidence qui est notamment dévoué aux poètes contemporains. On accueille aussi bien des écrivains et des écrivaines de la région, donc à la fois des gens qui vivent sur le territoire, mais aussi des gens qui écrivent en langue régionale, des poètes qui sont partout en France, qui écrivent en français et qui viennent de la francophonie, et puis des artistes internationaux. Là aussi, surtout, on est beaucoup centré sur la poésie. Et on essaye d'être sur les littératures, donc à la fois tous les genres, tous les styles, tous les pays et toutes les esthétiques possibles et imaginables. Bonjour, donc moi je dirige la sélection suisse en Avignon, qui est un projet assez récent, contrairement à l'implantation des Belges en Avignon.
Il est né en 2016, donc c'est notre 4e édition. C'est un dispositif imaginé par Pro Helvetia, qui est la Fondation suisse pour la culture, qui serait à peu près l'équivalent, entre guillemets, de votre ministère de la Culture, et la Coredis, qui est la Commission romande de diffusion de spectacles. Les Suisses romands étant les Suisses francophones. Concrètement, chaque été, la sélection suisse en Avignon vise à promouvoir la création théâtrale et chorégraphique suisse, et elle offre à quelques artistes, donc cette année on a 5 spectacles et 2 lectures, un temps d'exposition au sein du Festival d'Avignon, mais aussi un accompagnement personnalisé pour faire de cette présence dans le plus grand festival de théâtre européen le moteur de tournée et le générateur de contact au sein du réseau culturel français et francophone. Alors j'en profite puisqu'il y a la Belgique à côté de nous et on nous pose souvent cette question. Donc nous n'avons pas de lieu. Quand on est arrivé en Avignon, la pression immobilière était beaucoup plus forte que la fin des années 90. Et on a choisi notre stratégie qui est celle qu'on appelle communément entre nous celle du coucou suisse. On se glisse dans le nid douillet de nos partenaires avec lesquels on partage des valeurs artistiques, puisque la sélection suisse est avant tout aussi c'est une vitrine évidemment, mais c'est une programmation dont je suis responsable. Et voilà, les partenaires, donc un peu aussi les mêmes que les vôtres, les hivernales, le 11 Guilgamech-Belleville, la Manufacture, sont de plus en plus nombreux, puisque cette programmation, elle se fait non pas à partir des lieux, mais à partir des projets qu'on sélectionne et qu'on promeut un peu à l'image des régions, dont vous connaissez un petit peu le fonctionnement, peut-être à la différence qu'on a toute une équipe, on se dit que c'est beaucoup d'argent investi, même pour des Suisses, et qu'on ne laisse pas les artistes tout seuls, en fait, dans ce front assez incroyable qui est le Festival Off d'Avignon. D'ailleurs, les Suisses n'ont pas vraiment une grande connaissance, en tout cas certains l'ont, mais de façon générale, ils ont une connaissance un peu partielle, on va dire, de ce combat. Donc on a un directeur technique, un assistant technique, on a 2 chargés de diffusion, on a 2 attachés de presse, et moi-même, on a des gens qui font le tractage avec nous. Donc comme on me le dit souvent, c'est peut-être une version un peu luxe. Le luxe étant souvent associé à notre pays, mais c'est surtout pour moi une bataille à mener. Voilà. Pardon. Oui, alors moi, donc, comme on l'a dit en introduction, donc, je travaille à l'Institut français, qui est peut-être la version un peu plus institutionnelle du panel de ce matin. Nous, on est un établissement public, sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, pour promouvoir la création, les créateurs installés en France, mais aussi sur l'accueil des saisons étrangères en France, avec un enjeu important aussi pour accompagner les acteurs culturels du continent africain et de la Caraïbe, dans le cadre d'un programme un peu particulier qui s'appelle Afrique et Caraïbes en création. Donc c'est vrai que on est un outil de diplomatie d'influence, donc évidemment dans les enjeux de diplomatie, la langue française en est évidemment un vecteur très très important, donc à la fois pour l'apprentissage du français grâce à notre réseau des instituts français ou des alliances françaises, mais aussi à l'endroit de la création, que ce soit à l'occasion des idées, parce qu'on organise aussi beaucoup de débats d'idées, mais aussi à l'occasion de la promotion de projets culturels, avec pour cette année un enjeu très particulier, puisque vous avez peut-être entendu parler d'un plan en fait que Macron avait lancé sur le français et le plurilinguisme, où un certain nombre d'acteurs culturels ont eu des dotations complémentaires pour pouvoir agir à l'espace de la francophonie. Et donc, évidemment, l'Institut français, on a été mandaté sur une séquence très particulière qu'on a annoncée ce matin à l'occasion de notre matinée Institut français, où justement l'idée, c'est de mieux faire connaître encore les écritures dramaturgiques des acteurs du continent africain et des acteurs et auteurs de la Caraïbe. Donc on crée aussi des dispositifs pour être aussi complémentaires de tout ce qui existe, parce qu'il y a d'autres partenaires comme la CITF, qui sont des organismes qui permettent aussi d'accompagner la création, mais j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que la francophonie fait partie de notre ADN, et elle se décline, comme on est un acteur transversal, elle se décline sur plusieurs sujets, que ce soit dans le cinéma, dans le débat d'idées, dans le spectacle vivant, dans le numérique aussi, et dans l'apprentissage des langues françaises, et pour montrer que le français,
Tu évoquais la place du français dans le monde. Et ben nous, on a un enjeu aussi pour montrer que cette langue, elle est importante pour le monde de l'entreprise, pour le monde du travail, pour la gastronomie, pour la culture. Enfin voilà, elle a quand même de nombreux atouts. Et vous, créateurs, comme vous êtes toujours très inventifs, on a la possibilité d'accompagner ça de manière extrêmement pertinente avec l'ensemble des acteurs d'ailleurs. Puisqu'on va se retrouver sur les mêmes partenaires. Tu évoquais Univers des mots avec Biliaba et Akimba, évidemment, ce sont des acteurs qu'on accompagne également et que du coup, il y a beaucoup d'actions complémentaires en fait, qu'on mène les uns et les autres. Alors merci pour cette présentation. Dans le programme qu'a savamment concocté Gabrielle, elle définit la table ronde ainsi. Elle voulait qu'on traite des possibilités de développement international pour les artistes. Donc peut-être travailler sur la question de comment la francophonie rencontre les réalités de terrain, comment la francophonie, par exemple, rencontre le festival à Conakry, va rencontrer, comment vous prévoyez ça, comment la francophonie rencontre la réalité à Barcelone, comment, dans le mouvement inverse, des auteurs étrangers, soit francophones, soit non francophones, rencontrent les acteurs, ou le public français. Enfin voilà, chacun dans son domaine respectif, comment ces rencontres se font entre la francophonie, ce développement international, cette francophonie et cette non-francophonie, enfin des personnes non francophones. Peut-être commencer par parler de l'expérience à Conakry, puisque j'ai essayé de te faire parler à chaque fois en premier. On pourra en parler, c'est vrai. L'expérience à Conakry, d'abord la francophonie, c'est étrange parce que j'ai rencontré Hakim et Bilia, non Hakim d'abord en Suisse dans une rencontre francophone autour du théâtre pour la jeunesse et avec des compagnies scolaires étudiantes qui venaient de Biélorussie, de Russie, etc. Et puis on était invités et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc la francophonie, c'est aussi des endroits où on ne l'imagine pas. En tout cas, moi, je l'imaginais pas comme ça au départ, et arriver en Pologne et parler beaucoup de francophonie, et parler avec plutôt des francophiles, et ça alimente cette énergie-là. Nous, comment on fait avec Hakim, moi, ce qui m'a séduit tout de suite dans la façon dont il invente avec Bilia leur festival, c'est que il est toujours question de binôme. Et dans le binôme, il y a déjà une question de mixité, qu'elle soit intercontinentale ou pas, ou à l'intérieur même du continent africain. Les binômes qu'il propose sont toujours deux territoires culturels complètement différents. Il fait travailler un metteur en scène et un auteur, par exemple, d'un peu partout de la francophonie. Je trouvais ça vraiment intéressant, riche et fabuleux. Et donc, l'idée, nous, c'est de l'importer comme on peut. Donc, ça fait 3 ans qu'ils viennent parler des projets. Et en fin d'année, on va voir les projets enfin presque aboutis. Et qu'est-ce qui te marque quand tu rencontres la réalité de Conakry par rapport à la réalité belge et voir la réalité avignonnaise? Est-ce que tu sens qu'il y a des réalités différentes et comment vous les résolvez? Oui, évidemment, il y a des réalités, ça saute aux yeux sur les moyens, évidemment. Le festival Univers des mots est un festival très jeune, qui est un peu le petit frère de ce qui se passe au Burkina Faso avec les récréatrales. Et donc, il y a zéro moyen. C'est vraiment très, très, très pauvre, mais qui est plein d'inventivité, qui est plein de monde qui a envie que ça se passe. Donc on est là avec un festival où il y a beaucoup de monde qui le visitent, qui viennent du monde entier, mais à Conakry même, il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes qui gravitent autour de cette expérience-là. Peut-être Mathilde, là on rentre dans un autre domaine, c'est vraiment d'amener le théâtre en français à Barcelone. Donc, est-ce que c'est les francophones qui parlent aux francophones, ou est-ce que vous essayez que mettez-vous en œuvre pour peut-être dépasser simplement ce... Alors, du coup, la création du festival fait qu'il y a des spectacles, on présente des spectacles, on fait venir des auteurs, donc il y a un public. Et en deuxième ligne, il se passe des rencontres qui en fait sont issues du festival. Les auteurs sont invités, parlent, on fait des débats après les représentations.
On fait des ateliers d'écriture dans les écoles. Des écoles de langue officielles ou privées viennent en tant que public et nous demandent d'intervenir. Et nous demandent aussi à ce que des auteurs viennent intervenir dans les écoles. Et le fait de présenter des écritures que les Barcelonais ne connaissent pas, je rappelle que c'est dans différents lieux, donc nous avons des francophones et des francophiles, artistes ou non, on surtitre toutes les œuvres, c'est important de le dire, de manière à ce que la langue ne soit pas une barrière. Et ce qui permet aussi aux œuvres, ensuite, là, pour la première année, on a une œuvre des accès que l'on a créée cette année, ils ont créé plutôt. On a fait une résidence. Il y a eu 2 résidences dans le cadre du festival. Donc ça stimule les artistes, ça donne une visibilité importante pour les artistes. Et là, ils vont partir à Madrid. Donc il y a aussi une possibilité de voyage. Voilà, ces rencontres, ces idées. Pour donner un autre exemple de voyage, d'œuvres suite au festival, par exemple en 2017, on a présenté une œuvre Pompier de Jean-Benoît Patricot en français. Dans le même temps, on a fait une lecture en catalan. Cette lecture a tellement bien fonctionné qu'on a inscrit cette équipe dans des festivals. C'est devenu une création qui est partie en tournée donc en catalan. C'est là en avril-mai, ça est resté 4 semaines à l'affiche de Barcelone. Et pour aller encore plus loin, le texte, la visibilité plutôt de Bombers, parce que c'était Pompier est devenu Bombers et deviendra bientôt Bomberos en castillan. Il y a une directrice de théâtre qui travaille au Québec, une catalane, qui m'a dit ça m'intéresse. Donc le texte est parti en français au Québec et un directeur de théâtre italien qui l'a vu en catalan a demandé le texte pour que ça parte en Italie. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais on devient en fait on transmet. On devient des liens. Voilà, on est vraiment créateur de liens. Une possibilité de développement international. Créateur de liens, c'est vraiment ça. Sur un territoire non francophone, en fait, le français devient un point de rencontre et la création un point de rencontre sur différents plans. Alors Bruno, là on rentre dans une réalité un peu différente. Et pas tant que ça en fait. Donc Nîmes est je vous décris le territoire comme moi je peux le voir. On l'a beaucoup appelé, il y a quelques siècles, la petite Rome française. Elle est très tournée vers l'Italie et en même temps aussi très tournée vers l'Espagne. On a un des plus gros festivals de flamenco de France. Il y a un rapport à la Méditerranée qui est très très fort. Et en même temps, il y a aussi, selon l'INSEE, 27% des Gardois qui n'ont jamais quitté leur département. On est nîmois de génération en génération depuis très très longtemps. Et donc on a le fait d'emmener aussi sur ce territoire-là des écrivains, des écrivaines francophones qui vont venir nous pour l'instant on a été sur le Québec, la Belgique et sur d'autres régions de France comme la Guadeloupe et la Martinique, amène un autre français et une autre façon de voir et de pratiquer la langue qui renvoie très souvent aux spectateurs et aux spectatrices un nouveau rapport à la langue, c'est-à-dire qui permet de se rendre compte aussi que le français que les gens utilisent est un français particulier, matiné d'occitan avec beaucoup d'anglais de globish et va permettre justement aussi de créer de la rencontre, de créer de la discussion autour de cette langue qui n'est pas la même et en même temps qui va permettre de créer comme ça une communauté, comme le donnait la définition de la francophonie, une altérité, une adelphité entre les personnes. Et finalement, ce miroir qu'on renvoie des langues françaises à notre public, ou en tout cas au public qui vient fréquenter la Maison des littératures, permet de s'interroger sur soi-même avant tout aussi. Alors moi c'est un petit peu différent, donc je tenais juste à préciser que le dispositif de la sélection suisse en Avignon, il n'est pas seulement francophone en fait. Moi je présente des artistes effectivement de Suisse romande, mais aussi de Suisse alémanique, ça peut aussi arriver du Tessin, la partie italienne.
La Suisse, c'est 8 millions à peu près d'habitants. Il y en a seulement 2 millions qui parlent français. Mais effectivement, le Festival d'Avignon étant un festival que nous trouvons assez francophone, il y a une prédominance du coup des artistes qui sont sélectionnés dans la section suisse qui parlent français. Peut-être en Suisse, on est un peu sur deux fronts. Si on se positionne du coup sur la Suisse romande, il y a deux frontières. Il y en a une qui a amené à la naissance de la sélection suisse en Avignon. C'est effectivement, il y avait une frontière qui n'est pas une frontière de langue, mais avec la France. C'est qu'on est très très proche. Enfin, je veux dire, il suffit à Genève, on fait quelques kilomètres et on se retrouve en Haute-Savoie. Et il y avait quelque chose effectivement qui nous turlupinait, c'est que la Belgique, qui était l'autre petit pays avec une diversité de langues, était extrêmement présent, avec des artistes extrêmement talentueux, mais effectivement, la création belge était très présente sur les scènes hexagonales. Ce qui n'était pas le cas, en fait, du tout. En tout cas, de façon importante et naturelle avec la Suisse. Donc, il y avait effectivement des figures tutélaires qui ont été notamment au Festival d'Avignon, Christoph Marthaler, Milo Rauch, Stéphane Kegi, qui d'ailleurs, quand je les entends, sont des Suisses allemands. Et les Suisses romands, en fait, avaient du mal à tourner. Alors évidemment, il y a le problème de l'argent, puisque la Suisse a une monnaie très forte, et donc les spectacles sont chers, mais en fait les institutions, notamment la Corodis, travaillent justement à soutenir les tournées pour que les prix de tournée en fait soient absolument acceptables par la France. Mais il y avait quelque chose qui était un petit peu étrange. Et de l'autre côté, en Suisse, il y a une autre frontière qu'on appelle la frontière du Rösti. Le Rösti, c'est, vous savez, cette galette épaisse faite par les Suisses allemands avec des pommes de terre. Et je voudrais pas me tromper, mais là je vois Janussi Schmutz, mais je crois qu'elle a les chiffres. Les romans, je crois que les tournées, c'est le nombre de spectacles romans qui tournent en Suisse alémanique. Je crois que c'est assez bas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 5 et 10%. Donc c'est vraiment la frontière en fait de la langue, du coup de la francophonie. Elle est aussi une bataille à l'intérieur. Donc ça, il y a il y a enfin des choses qui s'appellent Expédition du Grand Nord, la Suisse orientale. Voilà, il y a des liens qui se tissent entre les Suisses romands et les Suisses allemands, mais c'est quand même une frontière. Donc moi, je suis plutôt sur la frontière, effectivement, entre la France et... je suis très guerrière, je m'aperçois. Je parle de bataille, de frontière. Je suis effectivement sur la ligne de front, on va dire, entre la France et la Suisse. Et c'était pour nous aussi de briser un cliché qui nous colle beaucoup au basket. C'était cette espèce de neutralité et qu'en Suisse, il y avait une création artistique un petit peu lisse, quoi. Et en fait, c'est pas le cas. On est coincé dans ces deux influences. La France, c'est une influence très importante, notamment dans la partie romande, et de l'autre côté, l'Allemagne, avec effectivement des réalités très très différentes. C'est-à-dire que la création théâtrale et chorégraphique en Suisse romande, elle est extrêmement bien soutenue. La partie suisse alémanique, c'est plutôt le modèle allemand, Stadttheater, les théâtres de ville, et la Freiszene, où là, c'est un peu, aide-toi de toi-même. Hein. Voilà. Avec ces deux influences aussi, le théâtre de texte français, qui est quand même, pour nous, petit Suisse, entre guillemets, très impressionnante. Et puis, la tradition allemande, plus performative, plus mélangeant, tissant les langages multiples et variés. Donc on a eu cette idée de venir à Avignon parce qu'il reste que tous les professionnels français et francophones sont là. Et on a eu à cœur, en fait, de casser ce cliché, de dire, écoutez, en art, il n'y a pas de neutralité. Voilà. Donc on est effectivement un peu neutre politiquement, mais il n'y a pas de neutralité en art, et en Suisse, pas plus qu'ailleurs. Donc on a des projets, on les a menés, on a mené cette bataille-là, et puis je crois qu'on est un peu en passe de la réussir, parce qu'on est extrêmement content. Pour la première fois... je ne sais pas depuis l'histoire, mais peut-être bien, y a un artiste roman qui s'appelle François Gremaud, qui fait Phèdre dans le Festival d'Avignon. Il y a une lecture avec France Culture d'un auteur suisse qui s'appelle Antoine Jacou, que vous ne connaissez pas, mais qui pour nous est une espèce de grande star, qui va être lu par une autre grande star, Mathieu Amalric, avec France Culture. Et ça, c'est un travail... depuis 4 ans que l'on mène à tisser des passerelles et à rencontrer les gens et à essayer de les intéresser du coup à ces artistes suisses et majoritairement aussi francophones. Et puis il y a aussi Lorenzo Banagvera qui a beaucoup développé avec le théâtre de l'Union, Jean-Lambert Wild à Limoges. Il y a
on voit bien justement, peut-être la question que je voudrais vous poser et qui est valable pour Alain aussi, c'est que est-ce que la francophonie pour vous comme est un... Enfin, j'imagine que pour des pays comme les vôtres, la francophonie est un atout formidable pour le développement théâtral, musical. Bon, oui, évidemment. On est un petit territoire avec beaucoup d'artistes, c'est un peu aussi la même chose en Suisse. Et on est très inventif, très bouillonnant de tout ça. Et à côté, on a l'endroit d'où nous vient notre langue aussi, et qui est un territoire où on peut se reconnaître et où on partage cette culture. C'est ce que je disais en arrivant. Moi, depuis que je suis petit, en Belgique, on regarde la télévision, il y a la chaîne nationale, mais on regarde toutes les chaînes françaises. Et du côté flamand, on regarde toutes les chaînes... Surtout les élections présidentielles, il paraît que ça vous passionne. Oui, on est passionné, c'est vrai. On regarde ça comme du sport, un peu. Oui, donc on est baigné dans cette culture. C'est naturellement, peut-être plus que les Suisses du coup, et peut-être depuis plus longtemps, où on va vers ce territoire avec nos œuvres en espérant pouvoir les partager. C'est une énergie évidente. Et vous sentez bien, avec vraiment ce déploiement de la francophonie depuis 1970, enfin... On pourrait beaucoup discuter de cette date, mais en tout cas, c'est l'organisation internationale qui a été créée à cette époque-là. Vous sentez vraiment un changement pour un avant et un après pour la diffusion des œuvres de vos pays respectifs? Bon, moi j'ai une petite expérience, je regarde par une toute petite fenêtre, mais en tout cas notre présence en fait au sein du festival d'Avignon, ça a vraiment effectivement eu ça a ouvert un champ, en tout cas une brèche dans cette fameuse frontière. Et puis ça a été au-delà de nos expériences, nos espoirs, parce qu'on pensait plutôt effectivement rencontrer les professionnels français. Bien évidemment, on les a rencontrés, mais effectivement tout de suite il y a eu des Belges qui sont venus vers nous. Après, le même François Gremaud avec la conférence de choses qu'on a présentée en 2016 à la Manufacture. Cette conférence, elle est en train de faire un tour, elle tourne toujours déjà. En 2019, elle est passée par le Canada, le Festival Transamérique. Donc il y a effectivement plein de choses qui se sont ouvertes à nous, effectivement, dont on profite. Et on est très heureux de ça, parce qu'effectivement, il y a quand même... Oui, je pense que quoi qu'il en soit, même si on vient de pays différents, il y a effectivement certaines valeurs en fait, qui sont véhiculées dans la francophonie, qu'on retrouve en fait, quel que soit le territoire dans lequel on est. Alors Gaël, sur ces potentialités de développement à l'international, j'aurais peut-être une question un peu plus précise, et puis après peut-être reprendre la première question que j'ai posée à tout le monde. C'est quels sont les lieux, là je parlerai plutôt côté artistes français qui voudraient se déployer à l'international, quels sont les lieux qui existent, qui sont vraiment majeurs, peut-être en choisir 3 ou 4, et quels sont les dispositifs mis en place par l'Institut français éventuellement pour aussi aider à ce développement? Alors, c'est vrai que nous, ça n'a jamais été un souci d'accompagner une équipe qui s'exprime en français à l'international, parce que sur toutes les scènes, en fait, il y a un tel appétit pour la création française que la Chine devient un territoire où il y a, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de tournées de spectacles de théâtre chaque année, avec du surtitrage, évidemment, en Argentine, au Brésil, en Europe, évidemment. Donc, c'est vrai que nous, ça n'a jamais été un frein de déploiement à l'international, parce que en Russie, un partenaire, quand il est intéressé par une création, il y va. Et la question de la langue, évidemment, autant à l'étranger, la question du surtitrage est beaucoup plus admise. C'est une grande discussion qu'on a d'ailleurs avec le Festival d'Avignon à l'heure actuelle, parce que c'est vrai qu'on a un enjeu de faire venir aussi davantage de programmateurs internationaux sur ce festival, mais qu'il y a peu de spectacles qui sont surtitrés. Donc là, il y a une initiative aussi dans le OFF cette année, avec un certain nombre de spectacles qui sont surtitrés pour les partenaires étrangers. Donc en fait, c'est vrai que si on veut défendre davantage aussi nos artistes, nos créateurs, il faut réussir à être vraiment en anticipation, et la question du surtitrage est vraiment majeure. Donc pour moi, qui suis là depuis un petit moment dans cette institution, ça n'a jamais été en tout cas un frein de développement, enfin surtout sur la partie du théâtre, où les artistes ont quand même toujours, la majorité des grands festivals à l'international, que ce soit au Japon, en Corée,
Voilà, j'ai évoqué l'Amérique du Nord, mais évidemment aussi la Colombie. Enfin, voilà, il y a des artistes qui se déploient sur tous ces territoires-là. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est aussi sur la question de la langue, mais il y a aussi, on parlait de ça de ce matin, c'est aussi la question de la traduction de nos auteurs, parce que évidemment une langue, on la fait vivre aussi, mais on peut la faire vivre aussi par la traduction, en faisant comprendre les idées à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'on déploie pas mal de projets avec le réseau culturel, mais aussi à l'initiative de partenaires comme la Comédie de Saint-Étienne, qui a déployé tout un projet avec 10 jeunes auteurs, autrices françaises qui ont été traduits et publiés au Brésil, qui ont été mis en espace et puis après choisis par des metteurs en scène pour être joués sur le sol brésilien, et pareil avec une réciprocité. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un endroit de réciprocité aussi, et c'est vrai que j'entendais ce que vous disiez, évidemment, dans les conditions particulières de nos camarades sur le continent africain. On citait les récréatras, l'univers de mots, les praticables, Mancina sur scène, le tarmac des auteurs. Ce sont des acteurs, évidemment, qui sont dans des contextes qui sont complètement différents du nôtre, parce que même si on est de pays différents, on a la chance encore d'avoir des partenaires publics, des collectivités qui sont investis dans la culture. Là, c'est pas du tout le cas. Mais en même temps, on arrive à tisser des choses extrêmement fortes, et on travaille beaucoup, nous, sur des partenariats. C'est vrai, quand Hakim et Billy Abba sont venus il y a 2 ans, ils me disaient qu'ils descendaient à Avignon pour un projet avec le Théâtre des Dons. Je leur ai dit, allez voir la Chartreuse, parce que ça serait important de mettre aussi un projet en partage sur de l'accueil à la fois d'auteurs français sur votre plateforme, et la même chose sur le territoire. Et les auteurs français ou autrices français qui sont partis, ça les décentre, ça leur donne aussi un nouveau rapport aussi à leur écriture, la manière dont le public reçoit aussi leur langue. Donc, effectivement, les conditions techniques ne sont pas les mêmes, mais je veux dire, la richesse que ça amène pour ces pays, en fait, on a tous le langage, le français en partage, mais on a tous des spécificités, évidemment, ce qui nous empêche pas, évidemment, de créer des communautés aussi. Donc c'est vrai que je pense que c'est un endroit aussi qui rassemble. Et une autre chose aussi qu'on fait beaucoup avec un certain nombre de metteurs en scène, c'est aussi de faciliter les projets de coopération. C'est pas facile. Il faut que je parle plus fort. J'ai pas la voix qui porte comme eux. Mais c'est aussi de permettre à des metteurs en scène d'aller créer des pièces avec des auteurs dramaturgiques français ou francophones sur les territoires à l'étranger. On l'a vécu il y a 2 ans avec le Saïgon de Caroline Nguyen, où on l'a accompagné dans sa démarche d'aller faire un théâtre export au Vietnam, parce que c'était son champ d'exploitation, avec un Pascal Rambert quand il a fait ses clôtures de l'amour, où il y a eu des versions pratiquement de tous les pays. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi une manière dont... Quand on parle effectivement de cette francophonie, c'est aussi une manière dont vous, créateurs, vous vous positionnez aussi, et le rapport et la manière dont vous avez envie de partager cette langue. Et c'est vrai que de plus en plus, on le voit, et on est très heureux. Et en ce moment, il y a aussi un grand état généraux des écrivains et des écrivaines, de voir que la traduction, que la publication, de l'appropriation aussi par des partenaires ou des acteurs ou des artistes étrangers de notre propre langue, et ça nous remplit d'une manière extrêmement forte, et qui n'empêche pas, évidemment, moi je suis à chaque fois étonnée de voir le Neige de Blandine Saftier, de l'œuvre de Orhan Pamuk, qui a tourné dans des villes en Chine en français, et qui a reçu un succès incroyable, quoi. Donc et donc voilà, il y a pas de, pour moi c'est pas du tout une barrière, c'est plutôt extrêmement encourageant, et c'est aussi à nous, nous on est juste un transmetteur, on a la chance d'être évidemment à un carrefour du monde, mais en tout cas, moi je vois la grande richesse que c'est. Et de plus en plus, il y a un endroit aussi de générosité et de réciprocité qui est extrêmement important. Je reçois ta langue, mais je veux aussi découvrir la tienne, et du coup, on réfléchit à des choses partagées. Alors c'est une bonne transition, parce que Bruno, en préparant la table ronde, me disait que ce qui lui importait, c'était de traiter la question comment nous avons une responsabilité de faire entendre toutes les langues. C'est ce que tu m'avais dit quasiment textuellement. Alors il y a un double mouvement là-dedans, c'est-à-dire comment peut-être vous pouvez amener les textes français vers un ailleurs, mais aussi
On m'a raconté cet auteur afghan que vous avez reçu à la Maison des Littératures. Comment vous l'incluez dans la francophonie, ce double rapport, comment vous le mettez en place ? Parce que la francophonie n'est pas un tout qui s'autosatisfait en soi et qui vit de sa langue française au détriment de toutes les autres réalités. Oui, alors le travail, il est vraiment personnalisé en fonction de chaque poète. Là, pour le coup, Mohamed Zaman Hossein Kail, qui avait participé au Focus de l'année dernière, est venu s'installer en France. Donc, il était journaliste en Afghanistan, condamné par les talibans, obligé de partir. Et avec l'aide notamment du Club de la Presse du Gard et nous de façon beaucoup plus réduite de la Maison de Littérature sur la question de sa poésie, puisqu'il est aussi poète, on essaye de faire en sorte qu'il puisse justement continuer de travailler financièrement et intellectuellement aussi bien en afghan qu'en français, et de pouvoir à la fois être édité sur sa poésie écrite en afghan, traduite en français par lui-même, ou écrite en français, traduite en afghan. Maintenant, il a switché, il est passé de l'autre côté. On a aussi un partenariat avec la Maison des Littératures de Aarhus au Danemark, qui, comme Aarhus a été capitale européenne de la culture en 2018, on a pu créer des partenariats où 2 poètes gardois sont allés pendant près de 15 jours à Aarhus pour rencontrer à la fois des traducteurs et des traductrices. Donc maintenant, les textes, là, ça y est, viennent de paraître en traduit au Danemark, et la saison prochaine, donc sur septembre-décembre, nous recevons des poètes danois qui sont traduits en français et qui parlent français, puisque justement la Maison des Littératures d'Aarhus fait aussi ce travail-là, puisqu'elle est au milieu d'un centre artistique qui à Aarhus qui va avoir aussi des cours de langue, qui va avoir aussi une partie de l'université qui va donner ses cours là-bas. Enfin voilà, il y a un échange géographique qui se fait et qui fait en sorte que la littérature n'est pas du tout déconnectée et que les poètes ne sont pas du tout déconnectés du reste des activités culturelles, intellectuelles, artistiques et aussi des pratiques collectives, puisqu'il y a l'équivalent de maison pour tous à l'intérieur de ce centre artistique, et qui fait que voilà, on va pouvoir recevoir des poètes danois. Après, on a aussi tout un travail spécifique qui se fait. Alors, et à chaque fois, c'est des rencontres humaines et des partenariats qui se créent et qui créent des occasions. Par exemple, à l'intérieur du Festival des écrans britanniques, puisque le Gard a aussi cette particularité d'avoir beaucoup de liens avec les retraités anglais qui viennent sur notre territoire pour entre autres pour le soleil. Donc on a un festival des écrans britanniques qui est très très actif en hiver sur Nîmes. Et donc à l'intérieur de ce festival, nous accueillons des auteurs et des autrices qui sont à la fois scénaristes et romancières, et qui du coup viennent présenter voilà, un film et une œuvre. Et il se peut que cette œuvre-là ne soit pas traduite. Et là, on a travaillé en fait en partenariat avec l'université de Nîmes pour faire en sorte que les textes soient traduits et qu'ils puissent circuler en français aussi à l'intérieur du festival à ce moment-là. Voilà, ça fait c'est entre autres les différents échanges qu'on peut avoir et qui vont se faire systématiquement en fait. À partir du moment où on invite quelqu'un, on va se poser la question avec lui ou avec elle de comment on travaille ensemble, comment on peut développer des projets et comment ces projets-là peuvent infuser sur le territoire, parce qu'on va avoir forcément
des partenaires qui vont venir, enfin voilà, sur la langue allemande, par exemple au niveau du Gard, on a énormément d'associations franco-allemandes qui existent et qui vont pouvoir faire des relais au niveau des spectateurs et des spectatrices, ou qui vont permettre justement de décentraliser les lectures, et où on va en faire une dans le Gard, mais où on va aller à Sommières ou dans l'Uzège, ou voilà, et de pouvoir faire en sorte que la littérature est ce qui est assez à la fois évident et en même temps qui est important à rappeler, c'est que puisque nous on peut recevoir aussi bien, vu qu'on va un peu partout, on peut recevoir aussi bien des écrivains qui sont vraiment très 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 renommés, où on n'a pas du tout besoin de faire de publicité. Et c'est pas forcément les personnes qui vont remplir le plus la salle et qui vont susciter le plus d'intérêt. On va, quel que soit et pareil sur les esthétiques, c'est pas le roman noir qui va. Alors bien sûr, on est partenaire d'un festival de roman noir et on va sur ce genre-là, mais la poésie sonore contemporaine roumaine va pouvoir susciter autant d'intérêt, et on s'est rendu compte, nous au début on le faisait par militantisme, de se dire il faut qu'on aille partout, et il faut qu'on aille aussi vers des formes plus particulières, plus étranges, moins connues, et en fait le public qui n'est pas curieux n'en a rien à faire, quel que soit l'art et la personne, et que ce soit Aude Courciel ou Nancy Houston, il s'en fiche et il faut aller le chercher d'une autre façon. Et le public curieux, en fait, là aussi, pareil, que ce soit Laurent Godet ou Stan Morgenstern, finalement, ça l'intéresse autant. Est-ce que, Laurence et Alain, vous avez ce même mouvement de faire venir en Suisse et en Belgique? Alors, ça dépasse peut-être le cadre de votre seule fonction, là, ma question. Hein, mais est-ce que vous avez donc ce mouvement de venir à Avignon, on le comprend bien, et ailleurs, sûrement. Est-ce que vous avez ce mouvement de faire venir aussi, faire rencontrer des réalités francophones ou non dans votre réalité propre, dans votre francophonie propre? Je peux commencer. Alors, toujours, depuis mon point de vue, qui est effectivement le Festival d'Avignon, mais nous, donc moi, je suis également financée donc, par Pro Helvetia, qui aurait aussi un petit rôle qui ressemblerait à l'Institut français. Pro Helvetia, il y a plusieurs antennes, en fait, dans le monde, beaucoup moins que l'Institut français. C'est quelque chose qui s'est développé beaucoup plus tardivement. Mais par exemple, au Festival d'Avignon, en fait, on a créé en 2013 quelque chose qui s'appelle tout simplement, ça parle pas beaucoup, mais Séminaire en Avignon. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais il y a une douzaine, en fait, de jeunes artistes qui viennent en Avignon, qui voient des spectacles du Festival IN, qui ont ce qu'on appelle des watch and talk avec les artistes et avec une dramaturge. En l'occurrence, c'est Eva Barchi qui bosse beaucoup avec Milo Rao. Et en fait, sur ces 12 jeunes artistes, il y en a qu'un tiers qui viennent de Suisse. Les autres sont repérés en fait par les différentes antennes de Pro Helvetia. Et cette année, il y a des artistes qui viennent d'Europe, de Proche-Orient, d'Afrique et des Amériques. Et on a travaillé avec le bureau du Caire, de Johannesburg et de Sao Paulo. Voilà. Après, Pro Helvetia, il y a aussi une autre dynamique, c'est de faire sortir en fait les artistes suisses et qui voyagent. Parce qu'effectivement, le pays est petit et ils ont besoin de se frotter dans le bon sens du terme. Les frictions sont toujours fructueuses à d'autres cultures, donc on les envoie aussi beaucoup, notamment les jeunes. Ce qu'on appelle, nous, la relève. Je trouve que c'est un très très beau mot, en fait. C'est pas l'émergence, qu'on peut émerger, puis après on peut redescendre. Mais la relève, c'est ceux qui sont juste derrière nous et qui vont prendre la suite. Et pour que ce qu'on fasse soit pérenne, on appelle ça la relève. Et on travaille beaucoup, en fait, à les envoyer. Alors, effectivement, dans des pays francophones, par exemple, dans l'Amérique du Nord et au Canada. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent du côté de la Chine. Ça pousse effectivement très fort. Dans ce que Gaël disait, on a absolument la même chose. C'est-à-dire qu'on envoie Conférence de choses de François Gremaud, qui est quand même une espèce de conférencier qui parle sans s'interrompre pendant
soit 53 minutes 33, soit 8 heures sur des sujets divers et variés. Et c'est un grand succès en fait en Chine. Donc c'est vraiment très très important en tout cas que aussi les Suisses se sortent évidemment de leur petit pays. Il peut paraître petit et fermé, mais il est beaucoup plus ouvert que ça, même dans sa réalité quotidienne. On n'est pas tous blancs chantant des chansons suisses allemandes, voilà, avec des culottes de peau, quoi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus international que ça, la Suisse. Et alors, pas seulement à Genève. Alain, tu as déjà parlé du partenariat avec Conakry. Peut-être savoir comment vous intégrez. Est-ce que vous faites venir des artistes africains de Guinée en Belgique ou à Avignon, et comment ça se passe? Et puis plus généralement, est-ce qu'il existe d'autres peut-être initiatives, dispositifs pour créer cette rencontre au sein de la Belgique et du Théâtre des Dons annexe de la Belgique à Avignon? Il n'y a pas que le Théâtre des Dons, il y a aussi le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, qui a un festival, notamment Francophonie métissée, où voilà, cette question, il y a de cette réponse-là, de ces questions-là, dans ces moments-là. Ce qu'on fait, nous, ce qu'on a décidé avec Hakim, c'est toujours... c'est un vrai partenariat. J'ai été les voir et puis on a parlé de qu'est-ce que nous on pouvait amener qu'il n'y avait pas là. Et Hakim m'a dit par exemple le journalisme culturel, nous on ne connaît pas, on fait un peu comme ça. Et donc j'ai décidé d'inviter une journaliste culturelle belge qui viendrait parler et voir quelles sont leurs pratiques, quelles sont les nôtres et échanger autour de ça. On va amener une photographe belge, on va amener une auteure qui va faire des ateliers d'écriture autour de Tournai, donc en Wallonie, qui va faire des ateliers d'écriture ici à Avignon pour des étudiants français avignonnais, et puis à Conakry pour qu'il y ait cet échange-là aussi. Mais quand ils vont venir aussi de Conakry, ils vont amener aussi des choses. C'est aussi ça, l'échange dont on parlait, c'est que ça va dans les deux sens. C'est que Hakim va faire une espèce de masterclass avec Bilia, qu'on va amener une musicienne de là-bas qui va rencontrer, je l'espère, on est occupé à le construire, le conservatoire d'Avignon, pour que les expériences, la richesse, elles nous parviennent aussi, et que ce soit un véritable échange. C'est un peu comme ça qu'on l'imagine, c'est un aller-retour. Merci. Juste, j'aurais une dernière question avant de laisser la parole au public. Je m'adresserai davantage à Mathilde et Gaël. Une jeune compagnie, quels sont vos critères pour dire ça vaut le coup de le porter à l'international? Alors, on va partir du cas concret du festival de théâtre en français à Barcelone. Comment vous choisissez ces pièces en vous disant ça, j'ai envie de le porter à Barcelone, d'en proposer une version catalane éventuellement? Enfin, quels sont là, vous êtes à Avignon, vous en faites beaucoup aussi pour ça, programmateur. Donc, quelle est votre approche pour ce rapport à l'international? C'est principalement le sujet qui nous porte, en fait. Le sujet est sous le signe du partage. On se dit, ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir partager avec un autre public et qui va susciter la discussion et la convergence ou la divergence d'idées. C'est principalement ça. Et évidemment, la qualité d'interprétation et de mise en scène. Ça, c'est je pense que c'est notre ligne directrice. Quel type de sujet vous semble intéressant à porter à... Plutôt de société. Oui. Alors, la même question, mais en version plus large. Mais je la poserai peut-être différemment. Je suis une jeune compagnie. Je trouve que je porte un texte que j'aimerais faire entendre dans d'autres lieux que seulement la France. Quels sont les lieux qui existent pour moi et quels sont les dispositifs? Qu'est-ce que je dois faire, en fait, concrètement? En fait, l'endroit où l'on est, il faut toujours quand même qu'il y ait un premier désir, soit effectivement un lien particulier avec un pays, soit quand même un lien avec un partenaire ou quelque chose qui se dessine. C'est-à-dire que une compagnie, il faut qu'elle sache aussi pourquoi elle veut aller à l'international. Il faut qu'elle sache que c'est un engagement très important, que ça a aussi
une question aussi économique, puisqu'on évoquait tout à l'heure le cas de la Suisse avec des conditions de cachet qui sont peut-être un peu plus importantes. Donc après, il y a aussi une histoire de concurrence sur l'histoire internationale. Donc nous, l'endroit où on se place, c'est qu'on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, parce que nous, on est aussi un peu à un endroit où on continue le travail qui peut être fait par des agences régionales, qui peut être fait par les DRAC, qui peut être fait par les collectivités territoriales, par des CDN, des scènes nationales, qui font déjà tout cet accompagnement aussi d'une équipe artistique. Une équipe artistique, quand elle veut aller à l'international, elle ne tape pas tout de suite à la porte de l'Institut français. Elle voit déjà au local quels sont les interlocuteurs qui peuvent l'aider et l'accompagner dans son projet à l'international. Je pense que en tout cas, nous, ce qui fait qu'on accompagne les équipes, c'est déjà... J'ai vraiment pas de chance quand je parle. C'est déjà en fait voilà le sens qu'elle veut y mettre, et savoir que quand on s'engage à l'international, on s'engage pas pour du one shot. En tout cas, nous, on n'a plus la possibilité d'accompagner les équipes artistiques sur du one shot. Après, ça peut être possible. Par exemple, il y a un spécial France ou FTA à Montréal, où on sait que c'est un endroit où il y aura beaucoup de programmateurs. Donc là, on va y aller, mais il va falloir bien préparer les équipes avec leur environnement professionnel pour que ça soit aussi gagnant-gagnant. Mais c'est vraiment d'être dans une réflexion sur le long terme. Soit il y a des opportunités. Parfois, je vais aller en Chine, mais voilà, qu'est-ce que je construis aussi en Chine, c'est un territoire où il y a beaucoup de scènes, l'équivalent de scènes nationales qui sont en train de se mettre en place, ou d'équipes artistiques aussi. Donc c'est vraiment ce maillage entre à la fois les intérêts d'une compagnie de départ, les intérêts des partenaires étrangers, les intérêts géopolitiques, puisqu'on est lié au réseau culturel avec des pays un peu prioritaires, mais qui sont les pays sur lesquels la majorité des acteurs vont. Donc c'est vraiment cette convergence que l'on regarde, et surtout voilà, de savoir à quel moment en fait ce projet se nourrit et se construit, et également voilà, pour aussi ne pas faire aussi de faux rêves, parce que l'international, c'est pas simple en fait. On évoquait tout à l'heure, ça déconstruit beaucoup de choses. L'accueil du public va être différent. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment se préparer. Et après, sur la question des thématiques, j'ai envie de dire, c'est pas nous, on n'est pas des programmateurs, c'est aussi vous, artistes, qui décidez à un moment donné de faire un geste précis, parce qu'il y a un sujet qui est traversant. Et en même temps, donc, vous allez me dire, mais comment on se fait connaître de programmateurs internationaux ? Nous, on a développé avec un certain nombre de partenaires. Par exemple, pour le spectacle vivant, on le fait avec l'ONDA. On organise des focus. Des focus, c'est un dispositif de l'Institut français qui permet en fait de s'adosser à une manifestation qui à l'échelle nationale, mais qui a déjà quand même une petite aura à l'international. Donc on l'a fait avec la Biennale de la danse de Lyon, on l'a fait l'année dernière avec le festival du théâtre du TNB à Rennes, où pendant 5 jours on fait converger une soixantaine ou une centaine de programmateurs internationaux dans un parcours pour à la fois évidemment confirmer peut-être des têtes d'affiche, parce qu'il faut aussi parfois les faire venir, et en même temps faire découvrir des acteurs, artistes de talent qui sont accompagnés par les structures que j'évoquais pour pouvoir se projeter à l'international, et aussi avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être autour des équipes artistiques. Donc on est vraiment dans ce rapport de cet aller-retour. Et donc l'année prochaine, en fait, on va avoir une réflexion sur la jeune création, et c'est pour ça qu'on va faire un focus spécifique autour du festival WET, qui est porté par le Centre dramatique de Tours, dont la spécificité, c'est vraiment de mettre aussi les jeunes équipes en avant. C'est déjà un endroit très important, parce qu'il y a plus de 150 programmateurs français qui viennent, donc ça veut dire que c'est déjà un événement qui est extrêmement repéré par les équipes françaises. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est justement, s'il y a 150 programmateurs français, c'est d'en leur en mettre peut-être pas autant étrangers, mais en tout cas de tisser aussi des liens, à la fois pour les équipes artistiques et aussi sur une certaine durée. Enfin, on évoquait Univers des mots, mais c'est vrai que nous, notre manière aussi d'accompagner ces partenaires, c'est vraiment aussi de fédérer l'ensemble des acteurs, parce que c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'on est beaucoup d'acteurs internationaux à soutenir une équipe comme les Récréatrales, par exemple, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait déjà peut-être une dizaine d'acteurs français qui sont partenaires de cette manifestation, des Belges, des Suisses, des Canadiens, et donc peut-être que c'est bien à un moment donné que nous, tous partenaires, on s'assoit aussi avec eux et on se dise c'est quoi nos engagements sur 3 ans, et de voir en fonction aussi de la spécificité des uns et des autres à quel endroit en fait on intervient.
parce que je pense qu'on est aussi à un moment donné où en fait on est tous une chaîne en fait avec des maillons et on intervient tous à des moments différents et que si on arrive sur ces acteurs qui sont aussi parfois dans des contextes très évidents, pas évidents justement, où chaque année il faut reprendre le bâton de pèlerin pour recommencer à zéro aussi pour juste les budgets d'intervention. Enfin, eux, ils n'ont pas de fonctionnement. Enfin, voilà, on a des administrateurs qui sont exceptionnels, mais où c'est vraiment très, très fragile. Voilà. Comment, en fait, on peut... tiens, moi, je peux prendre un stagiaire pendant 6 mois au Grand T à Nantes, pardon. Donc, c'est vraiment aussi de voir aussi les apports en industrie que l'on peut avoir. J'ai un peu dévié de la question. Mais en fait, c'est un déploiement. Voilà, de la question, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, c'est simplement pour dire que l'international, il ne faut pas le penser à court terme. Voilà, pour les équipes artistiques. Il faut vraiment se dire que c'est un investissement. Là, quand on fait le Festival de théâtre en français de Barcelone, c'est un point de départ. C'est-à-dire que vous leur permettez d'être connus par un public en Espagne. Qu'est-ce que les équipes vont construire à la fois avec les professionnels qui viendront les découvrir ou avec des artistes ou avec des lieux aussi sur lesquels ils se sont dit tiens, j'ai peut-être quelque chose à faire à cet endroit-là. Ça marche et ça va aussi amener... C'est un point de départ. Toujours, c'est un point de départ. Merci à tous les 5. Je ne sais pas si certains veulent poser des questions. On a 20 minutes de questions, d'intervention peut-être sur d'autres réalités de la francophonie. Peut-être au Bénin, par exemple. Oui ? Bonjour. Je ne sais pas si ça... Moi, je viens du Bénin, effectivement. Je pense que, comme j'ai entendu le Bénin, je me suis senti obligé de me lever pour poser la deuxième question, pour ne pas être le premier à parler. Moi, je voudrais savoir le déploiement de la francophonie, par rapport à tout ce que vous avez dit, le peu que j'ai entendu, parce que je n'étais pas là au début. Moi, j'ai l'impression... Moi, je fais le théâtre au Bénin, ça fait très longtemps, et j'ai l'impression que l'Institut français et le lien avec la francophonie, l'Institut français attend que des activités dans chaque pays se déploient et qu'on les sollicite. Mais le but majeur pour moi, quand je viens du Bénin, c'est d'essayer d'amener des spectacles au Bénin. Ce que je n'arrive pas à faire. J'arrive à jouer au Bénin de temps en temps. Mais dans cette dynamique, dans la dynamique actuelle, on continue toujours de voir beaucoup d'artistes. Akimba qui joue, même quand il fait le festival à Conakry ou quand il écrit ses textes, ça passe beaucoup plus en France que là-bas. Ce qui est complètement absurde, parce que en France, c'est 60 millions, 62 millions, et il y a beaucoup de dynamique culturelle. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une dynamique nouvelle pour jouer en dehors des festivals ou des rencontres, essayer d'avoir des lieux qui fonctionnent réellement dans les pays tropicaux, quoi, au Bénin, en Guinée, au Togo. Et ça, je pense que, à ma petite échelle, je crois que c'est inexistant. Quand je dis les lieux qui fonctionnent, c'est des lieux en état de marche. Pas des lieux où tu viens jouer, où tu n'es pas payé. Si tu n'es pas payé, ce n'est pas des lieux. Moi, tu peux être payé. Si tu n'es pas payé, tu peux jouer tout le temps. Donc, tu ne vis pas de ton truc. Donc, quand tu joues en France, tu es payé plus ou moins. Il y a des lieux où tu n'es pas payé, mais tu es quand même payé. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire la même chose ou d'inciter les gens à créer en étant au Bénin, au Togo. Et ça, je pose la question... C'est une manière un peu brouillonne, mais c'est comme ça. Non, mais c'est très clair en même temps. En fait, ça questionne deux choses. Effectivement, nous, notre action sur le continent africain, elle est liée à cette action spécifique où on est là pour aider les acteurs de la société civile à pouvoir aussi se structurer dans le cadre de leurs manifestations ou dans leur lieu. Ce matin, on était avec un jeune Bénin. Le Bénin est en force aujourd'hui avec Giovanni, Sedjro Wansou, qui nous parlait justement de sa nécessité maintenant, après avoir accompagné les metteurs en scène, les auteurs, de disposer aussi de lieux. Et c'est vrai que nous, naturellement, les lieux avec lesquels on travaille, c'est historique, mais c'est les instituts français en Afrique, parce que souvent, ça a été les premiers lieux culturels d'une ville.
équipés. Donc c'est vrai que c'était souvent eux qui accueillent les spectacles, voilà, les projets, des tournées régionales qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on se rend compte évidemment de ces réalités. Après, il faut qu'on choisisse l'endroit où est-ce qu'on arrive à mettre le curseur. Il y a quelque chose qui est important pour nous. C'est clair qu'il y a un talent indéniable. Enfin, voilà, vous le savez, puisque vous œuvrez depuis des années sur votre territoire. Nous, on le voit bien quand il y a des professionnels qui viennent sur les grandes plateformes, au Praticable, au Récréatral, au Univers des mots. En fait, on voit très bien la difficulté qu'il y a, malgré tout, à retrouver ces pièces sur les scènes nationales ou internationales. Et on voit bien que quand j'en discute avec les programmateurs, je dis mais pourquoi celui-là tu le prends pas? Ben voilà, en termes de production, moi j'ai mon grand plateau à faire, ça va être compliqué et tout ça. Et donc du coup c'est toujours le même frein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour passer et avancer. Donc c'est pour ça là on a annoncé ce matin aussi la création de ce fonds d'aide à la production pour les écritures du Sud, c'est-à-dire de permettre aussi à vous créateurs du continent, auteurs de la Caraïbe et de l'Afrique, de pouvoir aussi bénéficier de moyens qui vous permettent aussi de créer dans de bonnes conditions. Parce qu'on sait les réalités qui sont. Parce que les textes sont là, les metteurs en scène sont là, les acteurs sont là. Il faut qu'on facilite aussi les moyens de production, les lieux effectivement de diffusion, pour pouvoir aussi vous voir sur nos scènes nationales, pour vous voir aussi de manière plus importante, quoi. Donc on peut pas être un endroit où on règle tout, parce que effectivement la question des lieux, c'est aussi une question des collectivités locales, de gouvernance, mais en même temps on connaît vos réalités, donc c'est aussi complexe, quoi. Mais on a conscience de ça, et c'est vrai que pour l'instant, nous, peut-être, on attend, il va peut-être y avoir des développements. On a peut-être un projet avec l'AFD qu'on espère qui va se mettre en place à la rentrée septembre, donc avec des moyens plus conséquents. Mais on essaie déjà de valoriser tout le travail de terrain que vous pouvez évidemment mettre en œuvre, et de voir comment, par exemple, sur le focus qu'on a fait à Rennes, pour la première fois, il y avait une délégation de programmateurs du continent africain. Pas uniquement parce que l'année prochaine, on a une saison dédiée à ce continent, mais parce que on voit très bien que voilà, cette place, elle est aussi importante à prendre. Donc ces réseaux de diffusion, ils sont évidemment cruciaux, parce que c'est important que vous puissiez aussi rayonner à l'échelle de vos régions, de vos territoires. Mais je pense qu'on ne va pas forcément nous pouvoir avoir la réponse à tout. Mais en tout cas, de faciliter aussi ce type de choses, de faciliter. Moi, je passe mon temps à créer des liens entre les centres dramatiques et les scènes nationales, et vous qui ouvrez aussi des lieux, ne serait-ce que pour envoyer du matériel, pour amener aussi de la technique. Voilà, on passe son temps à faire ça. Donc oui, ça reste encore artisanal, j'en conviens bien, mais c'est un premier début en tout cas. Mais après, il faut arriver. Si nous on arrive aussi à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu un enclenchement des politiques publiques, et c'est vrai que souvent vous êtes beaucoup soutenus par les représentations étrangères, mais qu'en fonction aussi des changements d'attachés culturels, il faut recommencer la relation. Et je connais ça par cœur. Donc je sais que c'est complexe. Mais on essaie quand même de trouver un fil qui nous permette de conduire les choses. Et c'est pour ça que l'idée aussi d'être parfois tous réunis quand on est partenaire d'un même acteur, et de réfléchir à là où c'est le plus pertinent. Je ne pourrais pas répondre de manière très satisfaisante à ta question, mais... Un complément qui n'a rien à voir, mais on parlait de la rencontre des artistes africains ou d'autres cultures par rapport à notre réalité. Il se trouve que je ne connaissais pas Joël Lokossou avant le festival. Je suis allé voir sa pièce « Un homme mort », qui est un texte d'un auteur français, pour le coup, rémois. Mais il y a vraiment, dans sa façon de jouer, c'est pour ça que je suis allé le voir à la fin, il y a vraiment une énergie. Il apporte vraiment un autre type de francophonie. C'est vraiment très surprenant, une puissance. Donc là, il y a vraiment des lieux de rencontre aussi possibles avec ça. Je te fais ta pub, tu vois, alors que je n'ai aucun intérêt à ça, mais c'est vraiment à voir. C'est à l'espace Saint-Martial à 20h. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour, donc Maëlle Wenger, chorégraphe de la compagnie Shift Art Movement, qui est une compagnie franco-allemande.
Je continue sur les questions qui concernent l'Institut français. Il se trouve que depuis 2006, nous avons œuvré, que ce soit à Berlin, en Corée, à Shanghai, au Pakistan, en Tunisie, avec l'Institut français. Donc, en ayant créé des projets qui nous semblent faire sens en lien avec les artistes in situ. Et d'un autre côté, vous décrivez un trajet avec les institutions françaises, les scènes nationales, etc., pour aller vers les scènes à l'international. Or, j'espère être claire, il me semble qu'il y a comme deux trajets parallèles qui parfois ne se croisent pas. C'est-à-dire qu'on est quand même nombreux à être des chorégraphes qui ont énormément travaillé à l'international, mais je n'ai jamais été en contact avec l'Institut français de la métropole. Et inversement, il y a une tournée d'artistes français de la métropole vers l'international sans réel croisement. Et alors, est-ce que j'ai réussi à décrire mon idée? Non, mais après en fait, il y a différentes choses. Alors après, là, aujourd'hui, j'ai pas évoqué tous nos dispositifs d'accompagnement j'évoquais ça, en fait, par rapport au partenariat avec, sur les scènes nationales et les centres dramatiques. C'était de lieu à lieu. J'évoquais ça, mais évidemment, on est aussi au cœur de la relation avec les artistes. Après, comme c'est un réseau aussi pas complexe, mais parfois, en fait, on peut vous aider parce qu'on a l'Institut français de Tunis qui nous sollicite sur un projet dans lequel vous êtes et on va leur verser directement l'argent pour vous accueillir. Donc, parfois, tout ne passe pas. En fait, quand vous êtes... les demandes auprès de l'Institut français, elles peuvent venir évidemment de vous, elles peuvent venir de lieux, d'artistes, de compagnies, de collectifs, mais aussi de nos instituts français à l'étranger. Donc c'est pas parce qu'en fait on n'a pas forcément cette relation directe avec vous qu'en fait on vous soutient pas sur les projets à l'international, parce que nos petits camarades dans le réseau culturel, à la fin de l'année, de chaque année, nous sollicitent sur un certain nombre de projets qu'on finance tout au long de l'année. Donc ça, peut-être qu'on a un petit problème de déficit de communication aussi sur l'ensemble des projets que l'on soutient. Mais il n'y a pas... On est vraiment aussi à un endroit voilà, névralgique. Donc heureusement qu'il y a pas mal de choses qui se font sans nous aussi. Donc là, je suis très contente aussi de voir que les déploiements se font sans forcément d'être direct avec nous. Mais si vous avez envie d'avoir une vraie réflexion, parce que là, en fait, vous avez fait il y a plusieurs continents que vous avez cités. Il y a eu beaucoup, je ne sais pas sur combien d'années vous m'avez fait la présentation, mais voilà, s'il y a vraiment en tout cas un développement précis sur un territoire et que vous voulez aussi prendre le temps de la réflexion pour construire quelque chose de plus pérenne ou sur des projets de coopération, vous pouvez taper à la porte de nos chargés de mission sectoriels. Ils sont beaucoup plus disponibles que moi. Ils peuvent aussi vous répondre. On est là, on est vraiment un acteur en complément aussi des instituts français. Tout à l'heure, Mathilde évoquait la relation qu'elle a avec l'Institut français de Barcelone. Il y a des choses qui se font aussi sans nous parce qu'ils ont des moyens financiers qu'ils peuvent apporter directement, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toute votre question. Oui, merci. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Houda et je représente le Théâtre national palestinien qui est basé à Jérusalem. Et donc, dans le contexte de l'international, j'aimerais bien donc mentionner que le théâtre était en fait fondé par un Français, François Abou Salem. Et donc, nous avons clairement des relations avec la France. Mais on n'est jamais venu dans le Festival d'Avignon. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on est là. Et on n'est là pas avec une présentation, malheureusement, mais je viens préparer justement pour l'année prochaine. Nous allons peut-être aussi, sûrement, inviter quelques présentations français, mais aussi européens ou autres, africains. Il y a souvent des problématiques. Nous avons aussi l'Institut français qui est assez présent, surtout à Gaza, mais aussi en Jordanie et à Jérusalem.
est et l'autre à l'ouest pour Israël et donc pour la Palestine. C'est un peu, c'est pas compliqué en fait, c'est très juste pour le moment. Mais très souvent, nous avons des problématiques sur le fond. Justement, vous avez mentionné l'AFD qui propose cette année, par exemple, en Palestine, de ne pas du tout financer la culture. L'AFD, en fait, c'est juste, pour ceux qui ne savent pas, l'Agence française de développement, qui est en fait en soi une banque qui permet de faire des investissements avec des taux préférentiels, mais qui a également la capacité d'accompagner des acteurs culturels dans leur déploiement. Et nous, justement, on est à un endroit où l'idée, c'est pas des prêts d'argent, mais vraiment de l'investissement et de pouvoir accompagner. Et après, c'est vrai qu'ils ont aussi des politiques en fonction des priorités sur les territoires. Donc dans ce que vous êtes en train de dire, que la culture n'est pas forcément, pour l'instant, le premier vecteur d'engagement de l'AFD, ce qui arrive parfois, puisque il y a beaucoup de priorités, malheureusement, sur votre territoire. Effectivement. Et ce que je propose aussi, parfois quand je parle aussi avec mon amie qui était justement à Bénin, et aujourd'hui elle est en Palestine, que dans les pays scandinaves, ils regardent la culture comme droit de l'homme aussi, c'est un droit, donc ça fait partie de la priorité en fait, la culture aujourd'hui, et non pas le luxe justement pour donner l'opportunité et la possibilité aussi aux jeunes, à la jeunesse et aux enfants qui sont opprimés de s'exprimer de manière différente. Et le théâtre, c'est la plus belle expression. Donc, je voulais juste mentionner ça, en fait, et dire que c'est intéressant que vous avez aussi créé un fonds, parce que souvent, pour le sous-titrage, nous avons des problématiques. Nous invitons tous les gens intéressés de venir en Palestine et de présenter. Et nous travaillons beaucoup sur le sous-titrage, mais très souvent, nous avons donc ce blocage financier, comme beaucoup de personnes, j'imagine, et d'institutions. Mais je voulais juste aussi saluer tout le monde et remercier donc le Focus International. Merci. Peut-être juste une précision, en France aussi, les droits culturels, ce qu'on appelle les droits culturels qui sont un principe politique, sont rentrés dans la loi LCAP. C'est une déclaration de Fribourg qui date de quelques années et qui a intégré la loi LCAP et qui consiste à dire que les droits culturels appartiennent dorénavant pleinement, sont reconnus pleinement comme un droit humain fondamental, au même titre que tous les droits humains fondamentaux. Donc d'ici que ce soit appliqué en France de manière concertée et intelligente, ça va prendre un peu de temps. C'est normal, c'est un changement de pratique, mais de changement de paradigme même, de vision. Mais ça existe aussi maintenant. C'est reconnu comme tel aussi en France. Mais juste, je suis très heureuse que vous soyez là. J'espère que la prochaine fois vous pourrez venir avec des artistes. Mais voilà, typiquement sur un territoire comme le vôtre, aller faire un spectacle pour faire un spectacle, il faut qu'on arrive à être sur un projet de coopération parce qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Vous avez des artistes en face de vous qui malheureusement n'auront pas forcément de facilité pour venir. On sait aussi que on parle de la diffusion, mais il y a un enjeu évidemment très important de la circulation des hommes et des femmes avec les problèmes de visa aussi que ça implique pour certains territoires. Mais voilà, je pense que on est très heureux que vous soyez là. En tout cas, moi, je le suis et j'aimerais beaucoup échanger avec vous. Mais voilà, sur des projets de coopération, c'est essentiel sur un territoire comme le vôtre. Donc, on est vraiment très à l'écoute. Je fais un peu de publicité pour ma maison. Je vous invite tous à venir en octobre 2020 où avec la FPS on fait on va avoir une visibilité association France-Palestine Solidarité où on va avoir un moment de visibilité sur la poésie palestinienne, à la fois une soirée sur Mahmoud Darwish et une soirée sur un jeune poète qui s'appelle Amir Hassan et où on est en train de travailler avec lui sur une aide justement à l'édition de ses textes qu'il écrit d'abord en arabe et ensuite qu'il traduit en français. Et c'est pour ça que c'est dans un petit peu longtemps. On programme à la fois sur des temps très courts et aussi sur des temps très longs. Parce que là, on est sur novembre 2020, mais voilà, c'est le temps que les poèmes soient finis d'être écrits déjà, puis qu'on prenne le temps de l'édition avec une
une maison d'édition de poésie gardoise, et puis que les choses se fassent. Et comme ce sont petite maison d'édition qui travaille avec des imprimeurs gardois aussi, des petits imprimeurs, les choses prennent le temps, mais en même temps arrivent à se faire. Et c'est un travail qui est assez important pour nous. Oui, bonjour. C'est une petite question. Vous avez parlé beaucoup de programmateurs, de scènes de théâtre. Moi, je voudrais savoir au niveau des compagnies, par quel lien, parce qu'il y a un travail à faire au niveau des lycées français, au niveau des ambassades, au niveau des différentes choses dans les différents pays francophones ou hors francophonie. Par quel lien les compagnies peuvent arriver à entrer en contact avec ces éléments-là? Par l'éducation nationale, par exemple, par l'AFD, par... on ne sait pas, l'Alliance française aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis désolée, encore moi. Non, mais évidemment, les lycées français, ce sont des partenaires de premier plan pour nous. On a, à l'Institut français, on a un pôle langue française qui travaille énormément sur des contenus pédagogiques aussi un peu innovants. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec ce département, avec ce pôle, pour vraiment favoriser, par exemple, des supports pédagogiques sur des textes dramaturgiques. On est aussi beaucoup en lien avec les apprenants de français dans les universités. Évidemment, ça fait partie des enjeux d'influence de la France, les lycées français, les alliances françaises, les instituts français, à partir du moment où il y a l'apprentissage de la langue française. Et tout notre enjeu, c'est que l'audience, en tout cas des publics qui apprennent le français, soit aussi de plus en plus jeunes et qui deviennent aussi des personnalités d'avenir. Et on évoquait la culture tout à l'heure. Évidemment, la chance que l'on a, c'est quand même on a un pays qui est apprécié pour sa culture. Donc, on est le plus grand réseau diplomatique français. Donc, tout ça, ce sont des interlocuteurs qui sont évidemment naturels. Après, nous, en tout cas moi, au département dans lequel je suis, c'est vraiment les artistes et les professionnels qui sont vraiment la cible. Donc moi, je vais privilégier, entre guillemets, le développement des artistes avec des professionnels des festivals ou des acteurs d'un territoire. Mais évidemment, à côté, on peut faire des rencontres, des choses spécifiques, et en ayant travaillé bien en amont avec les professeurs de français. Mais on a le plus grand réseau social qui s'appelle IF Prof, avec plus de 600 000 profs à travers le monde de français qui s'échangent des contenus pédagogiques sur des chansons, sur tout ce que vous voulez. Ça fonctionne vraiment très bien. Et ça fait vraiment partie, en tout cas, des dispositifs que l'Institut français et le Quai d'Orsay, d'une manière plus générale, en tout cas, s'appuient. C'est des outils d'influence, comme nos camarades chinois qui développent à fond leur centre Confucius à travers le monde. Par rapport à l'expérience de Barcelone, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Gaëlle. Nous, le festival travaille avec le lycée français et des écoles privées et publiques de Catalogne d'apprenants français. Et pour vous donner et c'est un lien à entretenir. On propose des programmes, ils nous communiquent aussi leurs programmes et on essaye de travailler ensemble. Et c'est vrai que chaque lieu, a besoin d'interlocuteurs et peut-être aussi de personnes qui vont faire le lien. Nous sommes des liens. Le festival est un lien et on a pas mal de classes qui viennent et des auteurs qui interviennent. Mais ça met un peu de temps. Il faut communiquer, faire des propositions. Voilà. Vous le savez une dernière question alors. C'est pas une question, c'est juste, ça va être court. C'était pour rebondir sur le monsieur qui vient du Bénin. Parce que du coup, moi, grâce aussi à l'Institut français et notre bourse, j'étais intervenue au Bénin comme intervenante théâtre. Donc auprès de jeunes de 10 à 18 ans, on a fait un super travail autour du sida, une construction d'improvisation. Enfin, vraiment, c'était très intéressant de travailler et d'être présente avec moi, ma culture du théâtre français et eux, ce qu'ils connaissent, etc. Et je pense que c'est pas un hasard, on s'est retrouvés effectivement après un peu en panne par rapport au lieu de restitution. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'important à penser, les lieux, parce qu'on ne fait pas le même théâtre sur une place publique que dans un endroit fermé, climatisé, qui ne correspond pas là-bas. Mais du coup, par rapport aux jeunes, c'était un problème, parce qu'à qui on s'adresse, c'est quand même aux gens qu'on connaît. On n'allait pas faire quelque chose trop fermé.
On voulait que ça reste ouvert, en fait, mais il n'y a pas le lieu. Et du coup, on fait pas la même chose avec un micro sur une place publique que nous, comme on avait travaillé. C'est pas la même adresse, c'est pas le même rapport à la langue. Et du coup, je pense que c'est une question de fond sur place pour eux pouvoir développer les lieux qui correspondent et du coup qui va permettre aussi d'inventer en fait un théâtre qui correspond et ça va aussi avec la langue qu'on va utiliser et tout ça est lié. Donc voilà, je rebondis sur la question des lieux. Je te préviens, Eric, que tu as 1 minute parce que on a une tradition francophone locale qui est l'apéro. Alors. Oui, bonjour. Juste un petit mot. C'est pas une question. Bon, nous on travaille avec des programmateurs et des compagnies du monde entier, francophones, etc. On voit bien effectivement la disparité de moyens. Et en fait, le plus gros souci est effectivement d'un pays à l'autre, la méconnaissance. C'est là un véritable problème des productions des différents pays, etc. Juste 2 petites remarques pour faire un peu de prospective, si je puis dire. À savoir, rappelons-nous que le français sera la première langue parlée du monde en 2050 et que, d'autre part, on parle Oui, absolument. Avec l'essor du continent africain, etc. Oui, absolument. Ouais. Peut-être. Ouais. Oh, peu importe. Peu importe. Bon, bref. Et je voulais juste te dire, en termes de traduction, de sous-titrage, etc., il y a des boîtes de développement qui travaillent actuellement sur le sujet, donc il faut s'y préparer, c'est-à-dire d'avoir directement sur des lunettes les traductions des spectacles, etc. Pour le moment, c'est un petit peu lourd parce qu'il faut quelqu'un en régie qui suit, etc. Ça a été fait dans la cour d'honneur pour architecture. Absolument, ça a été fait dans la cour d'honneur. Pour 6 spectacles, en fait. Nous, on est partenaire justement de ce dispositif. Voilà, mais il existe d'autres boîtes de développement qui travaillent aussi dessus, notamment celle-là. Panthéa et d'autres, oui. Voilà, et d'autres, pour que, avec des systèmes de reconnaissance vocale, etc., que les coûts baissent terriblement. Oui, donc, à horizon 3-4 ans, ce sera vraisemblablement faisable. Voilà, je voulais juste faire un petit point de prospective sur le sujet. Vous avez tout à fait raison, ça c'est un véritable enjeu. Quand j'évoquais aussi cette convention avec le Festival d'Avignon, c'est que c'est une vraie problématique maintenant de cette question du surtitrage. Donc là, on est partenaire de cette initiative qui a été un peu délicate parce que s'il fait trop chaud, le signal Wi-Fi, s'il y a les téléphones, c'est un peu complexe. Enfin, nous, on avait pas mal de délégations. Enfin, on avait une délégation américaine et latino-américaine, donc ça a été un peu compliqué. Mais voilà, on est évidemment à l'écoute de tous les développements d'innovation pour réussir à faire en sorte que la langue ne soit plus du tout une barrière, quoi. Ce qui sera le cas vraisemblablement à terme. Ouais. Voilà. Et en fait, juste aussi, on parlait du français première langue. Enfin, je pense que c'est les Français. Enfin, je pense qu'il faut. Je pense que c'est aussi important parce que ça, c'est notre côté un peu cocorico. Mais tout à fait d'accord. Voilà. On travaille beaucoup avec les Québécois et effectivement la francophonie. Oui. Exactement. Merci à nos 5 intervenants. Merci à vous et bon apéro. Donc nous vous invitons à poursuivre les échanges de manière plus informelle autour d'un verre lors de l'apéritif professionnel. Bonne journée et merci pour votre présence.